Radio G. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, c'est la section Viso à vivre en la personne de Maya Termination. Et nous allons parler aujourd'hui, chère Maya, bonjour d'abord. Bonjour. Nous allons parler fake news. De quoi s'agit-il et avec qui ? Oui, tout à fait, Elise, avec l'approche des élections américaines qui auront lieu dans une semaine, les fake news prennent de l'ampleur outre-Atlantique. Il y a quelques semaines, dans un débat face à Kamala Harris, Donald Trump déclarait, je cite, « À Springfield, ils mangent des chiens. Les gens qui viennent, il parlait des migrants, ils mangent des chats. » Fin de citation. Un sondage de l'Institut YouGov pour la chaîne d'information CBS News révèle il y a quelques jours que 69% des soutiens de Donald Trump jugent cette fausse information probablement vraie. C'est dire à quel point les fake news sont séduisantes pour les électeurs. Alors, pourquoi justement ces fake news convainquent et quel danger représentent-elles pour la démocratie ? Pour en discuter, nous recevons Julie Martinez. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Julie. Bonjour Julie, merci beaucoup d'être avec nous. Alors Julie, vous êtes avocate et directrice générale de France Positive, qui est un groupe de réflexion français fondé par l'économiste Jacques Attali. Alors, vous venez de publier un ouvrage intitulé « IA et fake news, sommes-nous condamnés à la désinformation ?» aux éditions Flammarion. Voilà, un livre qu'on peut voir sur la vidéo. Voilà, donc c'est un ouvrage assez court et pédagogique qui décortique en fait ce phénomène. Alors, tout d'abord, Julie, j'aimerais bien commencer par justement un peu de pédagogie, que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'une fake news et puis dans quelle mesure la collusion avec la création et le développement de l'intelligence artificielle, cela facilite la production et la diffusion de ces fausses informations. Merci à toutes les deux de me donner la parole sur cet enjeu absolument fondamental pour notre démocratie. Alors, qu'est-ce qu'une fake news ? Une fake news, c'est une expression assez récente. En plus, elle est en anglais. Elle date de l'élection américaine de 2016, celle de Donald Trump. Mais c'est pas un phénomène récent. Une fake news, c'est une fausse information qui a été créée, générée, diffusée dans le but de tromper autrui. Alors, une fausse information dans le but de tromper autrui, c'est pas un phénomène récent. Les fausses informations ont toujours été utilisées à des fins de déstabilisation politique interne et externe. On se souvient par exemple des petits libelles qui circulaient sur Marie-Antoinette au XVIIIe siècle. C'est pas récent. Néanmoins, il y a eu un changement de paradigme, un changement d'échelle depuis l'arrivée, et surtout sur le marché de la consommation, de l'IA générative. Alors peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur quelques éléments de définition pour nos auditeurs. Qu'est-ce que l'IA ? Qu'est-ce que l'IA générative ? L'IA, vous savez, c'est cette branche de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'effectuer des tâches qui normalement seraient effectuées grâce à l'intelligence humaine. Dans cette grosse catégorie Alors, ça veut dire quoi ? IA, c'est des initiales ? IA ? C'est ça veut dire intelligence artificielle. D'accord, et dans parfait. cette grosse boîte de l'intelligence artificielle, il y a une petite boîte que l'on appelle l'IA générative, donc l'intelligence artificielle générative. C'est une forme d'intelligence artificielle qui, elle, se concentre sur la création de quelque chose. La création d'une image, la création d'un contenu. Aujourd'hui, on parle d'IA générative lorsque, par exemple, on aborde les questions de ChatGPT, vous savez, ce fameux modèle qu'on utilise tous de plus en plus. Alors, pourquoi est-ce que les fake news sont amplifiées par l'IA ? C'était la question de Maya. Parce que l'IA rend les fake news plus massives, plus ciblées et beaucoup plus efficaces. Surtout moins chères. Avant, on avait des fermes de chatbots, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui créaient des petits messages et ça coûtait très cher pour pouvoir influencer l'opinion publique. Aujourd'hui, avec l'entrée justement sur le marché de ChatGPT, il y a un coût très faible à l'entrée. Chacun peut créer sa propre désinformation. Et l'IA générative, elle va venir amplifier trois phénomènes en matière de désinformation. Elle va venir amplifier ce qu'on appelle les bulles de filtre. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une bulle de filtre. Non, mais on est là pour apprendre. Maya. Une bulle de filtre, c'est ce vase clos dans lequel on évolue tous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. C'est une bulle dans laquelle on est enfermé parce que les algorithmes vont venir nous alimenter de contenus qu'on a déjà aimés, similaires à ce qu'on a déjà repartagé. Et ça nous enferme, par exemple, si vous adorez les chats,
ça va vous enfermer dans des contenus où on va vous reproposer d'autres vidéos de chats, d'autres images de chats. Ça marche pareil en politique. Si vous évoluez dans un vase clos, dans une bulle de filtre à gauche, vous allez avoir de moins en moins d'éléments contradictoires, d'éléments à droite. Et l'IA va cibler votre bulle de filtre pour vous alimenter en contenu. Donc typiquement, un auditeur qui évoluerait dans une bulle de filtre un peu complotiste verrait de plus en plus de contenu complotiste grâce à l'IA générative. Deuxièmement, l'IA va venir amplifier la manipulation des émotions. C'est pas anodin qu'une fausse information, une fake news, circule 6 fois plus vite qu'une information journalistique avérée parce qu'elle est souvent chargée en émotions. Par exemple, ce sont les contenus qui effraient, qui écœurent, où on se souvient de l'invasion des punaises de lit. Ce sont des contenus qui fonctionnent très bien sur les réseaux sociaux. Oui, parce que ça aussi, c'est une fake news. Et oui, c'était l'invasion, en tout cas, telle que défendue à une échelle disproportionnée de punaises de lit. C'était une fake news générée majoritairement par des chatbots russes dans une visée de déstabilisation politique. Et on se souvient qu'en plus, c'était en plein milieu des négociations de la loi immigration. Ça avait très vite dévié avec certains de vos confrères sur CNews sur l'hygiène des migrants. L'idée, c'était que la Russie voulait imposer une thématique pour déstabiliser la population française sur ces questions-là. Donc on voit déjà un petit peu l'impact que ça peut avoir sur notre démocratie. L'IA amplifie ce phénomène-là. Et il y avait un troisième paramètre. Oui, c'est ça va renforcer l'illusion de l'omniscience numérique. Alors qu'est-ce que l'illusion de l'omniscience numérique ? Parce qu'on a accès tous en tant qu'auditeurs à Internet, on a l'impression de maîtriser le contenu auquel on a accès. Sauf que l'IA, justement, va venir conforter nos idées et nous empêcher d'avoir un débat contradictoire, justement par l'accumulation d'informations qui confortent nos propres opinions, nos propres convictions politiques. Mais alors justement, quels sont les risques ? Je pensais entre autres aux risques politiques liés à la propagation des fake news. Alors c'est une excellente question et c'est là où moi ça m'inquiète et c'est pour ça qu'on a souhaité avec France Positive publier cette thématique-là aux éditions Flammarion. Ce sont des risques avant tout démocratiques. Aujourd'hui, récemment, il y a eu une enquête du Conseil économique, social et environnemental qui montre que les Français sont déjà dans une grande défiance vis-à-vis de notre système démocratique. Et l'IA, en alimentant les fake news, va renforcer cette défiance-là. Pourquoi ? Parce que l'IA, alimentant les fake news, va venir remettre en question les piliers de notre démocratie. Donc, premièrement, la question de la vérité, qui est fondamentale. L'IA, avec les fake news, va venir déstabiliser le concept de vérité, pourtant essentiel à une prise de décision éclairée. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, pour prendre une décision démocratique, il faut qu'on se base sur des faits véridiques. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte avec la désinformation, c'est qu'on met en tant que citoyen au même niveau mes convictions, mes opinions avec celles des faits scientifiques ou des faits objectifs. En fait. C'est ça, chacun est un expert. On se souvient par exemple des rumeurs sur le Covid où chacun se disait expert de tout. Or, Madame Seligman le dit très justement, la démocratie ne peut pas se passer davantage de la vérité qu'elle ne peut se passer du peuple. Donc il y a une remise en question de la vérité. Deuxième point, les fake news visent à manipuler l'opinion publique. Bien sûr. Là, on a parlé typiquement des punaises de lit, mais on peut parler effectivement des migrants et qui soi-disant mangent des chats, tel que dit par Donald Trump. Il y a une véritable manipulation. Mais il l'a vraiment dit, ça. Ah oui, ça, c'est pas une fake news. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est terrible, c'est qu'il le dit. Il y a puis vraiment après, des gens qui le croient. Qui le croient et qui sont relayés après sur les réseaux sociaux. Typiquement, il y a des études américaines formidables qui montrent que ChatGPT 3, donc qui était déjà plus faible que ChatGPT 4, en créant des tweets par des robots, ces tweets-là sont plus efficaces, plus impactants auprès de la population que des tweets créés par des humains. Donc on se rend compte que si par exemple Donald Trump est relayé par des séries de tweets créés par ce modèle-là, ça va avoir une véritable manipulation de l'opinion publique. Et puis, tout simplement parce que ça participe à l'érosion de la confiance. Quand même, il faut rappeler à nos auditeurs qu'il y a 34% des citoyens européens qui n'ont pas confiance dans leur gouvernement. Et c'est là l'impact réel. C'est pas qu'on finit par croire en tout, c'est qu'on finit par croire en rien. Et Hannah Arendt le dit très bien, lorsqu'on ne croit plus en rien, on peut faire n'importe quoi d'un tel peuple. Et c'est là où c'est dangereux pour notre démocratie, ça a un impact concret. On peut penser à un candidat slovaque qui a perdu une élection en octobre 2023 après un deepfake. Vous savez, c'est une fausse image générée par de l'IA qui visait à lui faire dire des choses qu'il n'avait pas dites. Et c'est là où c'est grave. Oui, et je rajouterais au-delà des risques pour la démocratie qui sont
catastrophique. Il y a aussi, ça atteint aussi la lutte contre les préjugés et aussi l'information internationale. Je pense notamment dans la communauté juive, souvent victime en fait Bien sûr. de fausses rumeurs. Ça a commencé au Moyen-Âge avec les juifs qui empoisonnent les puits. Ça, c'était Mais aussi oui. des fake news. Et qui Exactement. qui mettent le sang des enfants chrétiens dans les matzot. Voilà. Tout à fait. Et en fait, je pense à deux choses. Tout d'abord, l'IA va amplifier en fait la lutte contre les préjugés qui sont une très très grande menace pour le peuple juif. Et la deuxième chose, c'est aussi sur l'international, la couverture du conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, où déjà c'est très émotivement chargé, mais alors là, c'est un bonheur pour les fake news et l'intelligence artificielle. La création de fausses vidéos, de fausses mises Bien en sûr. scène Et qui puis sont catastrophiques. je m'excuse, de textes aussi, rédigés on ne sait pas par qui. Par exemple, j'ai vu passer un texte récemment de soi-disant Arnaud Klarsfeld, sauf que son nom Arnaud n'était pas orthographié comme il fallait, et donc c'était une fake news et c'était pas un texte de lui. Ça fait très peur, Mais bien sûr, et c'est là parce que où... n'importe qui peut écrire n'importe quoi et signer. C'est vraiment ça la complexité, surtout quand on a 20%, presque 20% des Français, typiquement, qui ne s'informent que sur les réseaux sociaux. Mais oui. Et ça crée effectivement un danger de déformation de la réalité et d'enfermement dans des sphères pseudo-complotistes. Alors, Oui. face à cette menace, qu'est-ce que collectivement, en fait, du point de vue de la puissance publique, qu'elle soit nationale ou internationale ou transnationale, qu'est-ce qu'on peut faire, selon vous, pour enrayer ce phénomène ? Alors déjà, il va falloir réagir rapidement parce que c'est un phénomène qui est bien implanté dans notre société. Il faut pouvoir prendre une série de mesures. Il n'y a pas une mesure miracle, malheureusement, pour lutter contre les fake news. Vous l'avez dit, en plus de manière transnationale. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elles circulent sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ne connaissent pas de frontières. Moi, je pense qu'il y a 3 grands axes, en tout cas, que devraient prendre en compte les pouvoirs publics et dès maintenant. Le premier, c'est un axe éducatif. Donc, on peut vraiment le mener à l'échelle nationale. Pourquoi ? L'enseignant doit être vraiment la première ligne de défense. Il y a des bonnes nouvelles en la matière. Il y a des protocoles aux États-Unis qui ont été établis et qui montrent que lorsqu'on éduque dès le plus jeune âge, dès les tout petits, un enfant à reconnaître une fausse information, ça nous suit toute la vie et on acquiert les bons réflexes. On acquiert les bons réflexes. Alors, par exemple, on peut penser à la Finlande, qui est un pays qui est à la frontière même de la Russie, donc directement menacés par des ingérences russes. Ils ont mis en place depuis quelques années un programme éducatif transversal qui permet de développer l'esprit critique et de reconnaître des fausses informations. Dans l'histoire de l'art, par exemple, par l'analyse des images, les mathématiques, par l'analyse justement de l'impact des bulles de filtre, des algorithmes, etc., etc. Ça, il faudrait absolument le prévoir en France. Il faut pouvoir armer aussi les journalistes qui font un travail formidable, parmi lesquels le vôtre. Aujourd'hui, il y a un problème il y a un véritable problème puisque tout le monde se dit expert, donc tout le monde a une véritable voix sur les réseaux sociaux au même niveau que les journalistes fiables. Là, je pense qu'il y a des mesures à l'échelle européenne à prendre pour forcer les plateformes, les grandes plateformes et les réseaux sociaux à mettre en avant dans les contenus que l'on voit au quotidien lorsqu'on fait défiler son téléphone, pour mettre en avant les contenus journalistiques labellisés comme fiables par des organismes de presse et des autorités indépendantes. C'est une initiative qui existe. Ça existe déjà? Est-ce qu'on vous écoute quand vous faites cette proposition? Il y a par exemple Reporters sans frontières qui a créé cette initiative qui s'appelle la Journalism Trust Initiative. Le souci, c'est qu'on a, et c'est d'ailleurs le 3e point, il y a un véritable intérêt économique derrière les fausses informations, derrière les fake news qui est mené par les grandes plateformes et par les réseaux sociaux. Et c'est là aussi qu'il faut pouvoir réguler l'écosystème économique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme une fausse nouvelle a un contenu émotionnel chargé et devient très vite viral, les utilisateurs, on se rend compte qu'ils vont rester sur la plateforme. Et une plateforme, un réseau social, pour faire de l'argent et attirer des annonceurs, a besoin que les utilisateurs restent le plus longtemps sur une plateforme. Et c'est là où le droit de la concurrence, typiquement à l'échelle européenne, peut venir aborder ces questions-là pour régler la question justement de l'abus de marché des plateformes qui se nourrissent finalement économiquement de ces fausses informations. Donc, moi, je voudrais juste rajouter un point sur la régulation des plateformes, mais plus par les utilisateurs. Je sais que X, ex-Twitter, met en place aussi des systèmes de check où les utilisateurs peuvent venir contredire des fake news
ou apporter des précisions et c'est souvent assez intéressant et assez vrai en fait. C'est le même système que Wikipédia en fait. C'est ça, c'est une première approche. Néanmoins, lorsqu'on navigue typiquement dans une bulle de filtre un peu complotiste, on n'est pas forcément exposé à des utilisateurs qui vont venir, ou en tout cas à Twitter qui va venir mettre ce petit encart expliquant « Attention, l'information a été corrigée de telle façon ». Par ailleurs, est-ce qu'on a envie que ce soit X lui-même, donc à la main d'un acteur privé tel que Elon Musk, que ce soit Elon Musk qui dise ce qui est vrai ou ce qui est faux? Mais oui. Il faut pouvoir aborder ces questions-là de manière neutre, de manière objective, pour justement pousser du contenu journalistique qui ne plairait pas non plus à X. Et c'est pour ça que la réglementation des réseaux par un organisme de presse indépendant au contact de citoyens et d'une administration indépendante peut venir aborder ces questions-là. Et puis surtout, on a tous un rôle à jouer en la matière. Quel rôle, justement? Alors, il va falloir être beaucoup plus vigilant. Il faut, je pense que chacun d'entre nous, par manque de temps, par paresse parfois intellectuelle, moi-même, par exemple, je me suis fait avoir sur l'invasion des punaises de lit. Ah, mais Oui. moi aussi, j'avais tellement honte parce que mais- moi, je m'attends aux fake news sur des sujets, l'élection américaine. Mais alors, Oui. les punaises de lit, moi, j'ai pas été au cinéma pendant 2 mois. Hein. Bah, c'est ça, mais Ah c'est un ça véritable m'a impact. angoissée. Mais ouais, mais c'est un Mais on véritable impact. comprend. Il y a de quoi. Et voilà, et il y a des petits tips, je pense, qu'on peut aborder chacun lorsqu'on est sur Facebook ou sur les grandes plateformes. Lorsqu'on aborde en tout cas un article, il faut d'abord regarder la source. Est-ce que ça vient par exemple de Radio J ou d'une autre radio Bien sûr. nationale? Mais ça avait été repris par le Parisien, par Mais exemple. c'est ça. les punaises de lit. Là, il y a un rôle aussi du journaliste dans le fact-checking Oui. qui reste à comprendre. Mais en tout cas, à l'échelle, je dirais, individuelle, il faut regarder les sources. Il faut regarder si le contenu et le titre a une forte charge émotionnelle. Vous savez, tous ces titres qui disent « Vous n'allez pas en croire vos yeux Oui. c'est scandaleux », tous ces titres un petit peu flash comme ça, Accrocheurs. accrocheurs. Attention, warning. Dans le texte également, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'un texte a été créé par une IA, il y a souvent des petits éléments du type votre demande n'a pas pu être réalisée entièrement, qui est inséré dans le contenu parce qu'en fait, le modèle a bugué. Quand on a des petits détails comme ça, ça peut mettre la puce à l'oreille. Et puis sur les images, les deepfakes, lorsque l'on regarde les mains, lorsque l'on regarde les pieds, l'absence de reflets dans des lunettes, ça doit absolument alerter. Il y a derrière tout ça potentiellement une IA. Mais ça prend du temps et ça demande un petit peu d'investissement effectivement dans un monde où en fait on passe par scroller, enfin on passe sa journée à scroller et à ne retenir qu'une information qui a été celle d'un titre. On n'ouvre même pas, parfois même pas le contenu quoi. Mais ça demande il faut pouvoir s'engager en tant que citoyen et être en tout cas alerté sur ces questions-là. Et je suis ravie que vous m'ayez donné la parole. Donc, en fait, ouais. même si on est expert, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, il faut vérifier les sources. Tout le temps. C'est ça, Vérifier tout le temps. la hein. source, vérifier en allant regarder par exemple sur une autre plateforme de recherche, en revérifiant sur Google d'autres articles. Est-ce que cet article n'était pas sorti de nulle part, très orienté? Il faut vérifier constamment. En tout cas, lorsque un article nous atteint, nous effraie, il faut vraiment quand c'est un faire peu ce travail-là. sensationnaliste, C'est en ça, fait, il faut vraiment faire cet effort-là. Il faut surveiller. C'est voilà. ça. Donc, c'est Et pas repartager avant d'avoir surveillé, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il y a Mais aussi oui. une question de repartage. Bah, évidemment. Alors, IA et fake news, sommes-nous condamnés à la désinformation chez Flammarion? On est condamnés ou pas? Alors, on Et est... selon vous aussi, moi je vous pose la question, Maya. Après ce qu'on a entendu. Honnêtement, l'influence à ma faible échelle, je trouve que l'influence des fake news est abyssale et ça fait très peur. Condamné, j'aime bien me dire qu'on a quand même un libre arbitre et qu'on va y arriver, mais ça fait très peur, je trouve. Je suis d'accord. Il faut prendre en tout cas des mesures fortes rapidement. Il faut être aidé par les pouvoirs publics pour cela, parce qu'on ne va pas pouvoir le régler à l'échelle individuelle, encore une fois, quand on a autant de personnes qui s'informent uniquement sur les réseaux sociaux et qui évoluent dans des bulles de filtre où naviguent les fake news. Donc, on écoute bien sûr les infos sur Radio J qui n'ont pas de fake news et qui, elles, sont vérifiées. On lit la presse officielle. Exactement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on la lit parce que là, au moins, tout est vérifié et c'est un gage de sécurité. Exactement. En tout cas, on privilégie la presse écrite, on privilégie les radios et les organes de presse qui sont comme ça, officiels à une échelle nationale, et on n'hésite pas à aller chercher la contradiction. C'est ça l'esprit critique.
Ce sera le mot de la fin. Maya, termination, des choses à nous annoncer, la viso. Tous les Toujours. vendredis midi, Voilà. les rassemblements continuent. Donc, place du Trocadéro, midi 15. Maintenant que les fêtes sont derrière nous, nous pouvons reprendre le rythme de nos manifestations Voilà. en espérant que ça dure le moins longtemps possible, bien sûr. Espérons, voilà. L'espoir pour la nouvelle année, c'est ce qu'on peut vraiment Souhaiter. évoquer et souhaiter. Tout à Voilà. fait. Merci à toutes les deux. Merci Maya Termination. Merci Julie Merci à Martinez vous. pour votre beau livre passionnant. Et on évite les fake news pour l'année qui vient. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.